Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Au programme aujourd'hui, place au fait marquant de la 31e journée qui a officiellement lancé le sprint final en haut de tableau comme en bas de tableau. On recevra ensuite Romain Grange comme invité, le milieu de terrain de Châteauroux, une équipe qui a retrouvé des couleurs depuis quelques semaines et l'arrivée de Marco Simone. Et nous recevrons ensuite l'équipe de Ningesphère, des supporters de Valenciennes pour évoquer l'actualité du club nordiste. On finira évidemment comme d'habitude avec le quiz et pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Dechter. Salut Philippe. Salut Dorian, bonjour tout le monde. Et puis Alexandre Alain qui m'a cédé la place de présentateur aujourd'hui parce qu'il y a des petits travaux, hein, c'est ça? Exactement, pour des raisons techniques. Voilà, Salut les gars. on avait peur que le plombier Salut Alex. d'Alex fasse trop de bruit, donc on s'est Ah. dit je vais prendre la présentation. Tous les détails seront donnés dans cette émission. Ce sera le fil rouge. Bon. Soyons sérieux, revenons sur les faits marquants du week-end parce que on s'approche de la fin de saison, il ne reste plus que 7 journées et on a des enjeux pour la montée, pour le maintien qui commencent à bien se dessiner. Alex, je commence par toi. Qu'est-ce que tu as retenu toi de ce week-end de la 31e journée? Comme tu l'as dit, c'est la journée qui lançait le sprint final, mais moi je pense qu'en haut c'est fait, en tout cas pour les 5 premiers. Je pense que l'ordre des 5 premiers peut changer, mais l'identité des 5 premiers ne changera pas. La défaite de Sochaux à domicile contre le Paris FC, ça les met à 8 points de la 5e place de Paris FC de Grenoble, et je pense que ça sera trop. Sochaux paye son manque de résultats à domicile, c'est seulement la 14e équipe à domicile au classement. Et on voit en fait que les 5 premiers, c'est les 5 premiers du classement général, c'est les 5 premiers du classement à domicile. Et Sochaux n'a battu qu'un seul membre du top 5 à domicile, c'était au mois d'août. Ils n'y arrivent pas, ils calent dans les grands rendez-vous. Et puis Auxerre, alors Auxerre c'est différent. Auxerre avait battu Toulouse à domicile 3-1, on se rappelle un très beau match au mois de février, je crois. Et sauf que depuis, il y a eu 8 matchs de championnat, la GIA n'en a gagné qu'un, à Chambly difficilement. Et là, les Auxerrois n'avancent plus du tout. Il y a eu 4 matchs nuls, je crois, et une défaite sur les 5 derniers matchs. Encore hier contre le Havre, une équipe qui joue plus grand-chose. La GIA n'est même pas si dominatrice que ça contre une équipe du Havre qui est venue pour défendre et pour faire son petit match tranquille. Dans le jeu, il n'y a plus grand-chose. Défensivement, il y a toujours de la fébrilité. Il y a des défaillances individuelles. Saki est moins bien. À Valenciennes, c'était Bernard qui était coupable, hein, notamment sur le penalty. Donc voilà, pour moi, Sochaux et Auxerre, même si mathématiquement c'est pas fait, notamment pour Auxerre parce qu'il n'y a que 6 points, mais pour moi c'est deux équipes qui rattraperont pas Grenoble et encore moins le Paris FC qui est sur une dynamique complètement opposée. Donc voilà, pour moi le top 5 bougera plus. Tu vois pas la GIA vraiment pouvoir enclencher une série de 5-6 victoires sur les derniers matchs? Pour toi, ça en prend pas le chemin? En tout cas, dans le jeu, c'est le contraire. C'est la dynamique, elle est à l'opposé, quoi. C'est dans le jeu, plus ça va, moins ça va. Donc, et là, on il y a eu rappelle une qu'il y période. a Birama Touré en plus qui s'est blessé à l'épaule. Ouais, en Ça plus peut qui est être, ça peut être blessé. grave. Il y a pas Ngando qui est absent jusqu'à la fin de la saison. Non, non, ça me paraît compliqué. En fait, la GIA a une dizaine de matchs au début de saison moyens, même pas très bons. Après, a fait une énorme série et on s'est dit, ah là, c'est ça le niveau de la GIA. Et sauf que là, ils refont une série d'une dizaine de matchs moyens. Donc peut-être que le niveau de la GIA, finalement, c'est pas la série où tout allait bien, c'est ces matchs moyens. Et je pense que la GIA a sa place. Surtout, je trouve qu'hier, on a vachement vu les lacunes auxerroises. Tu vois qu'en défense, c'est Djoubal qui tient tout. Ouais. Ah ouais, Et il tient la défense à lui tout seul. C'est impressionnant. Il devrait jouer en 1-5-4 parce que franchement, il est partout. Il est impressionnant. L'animation sur les couloirs, c'était hyper pauvre. Le jeu offensif, si t'as pas Autrette qui sort la bonne passe, il se passe pas grand chose. Alors Saki, moi je l'aime beaucoup, mais hier on sentait que pareil, il était pas vraiment dedans et tout. Le bilan, il a fait énormément d'appels, il est jamais servi. Franchement, je sais pas pourquoi, alors que pour le coup, il s'est énormément bougé. Et j'ai envie de dire, même franchement, le Havre pour moi mérite de gagner ce match, quoi. Enfin, sincèrement, Autrette peut prendre un rouge sur sa grosse faute, il peut prendre un deuxième jaune. Enfin, c'était vraiment j'ai trouvé que le Havre dans le jeu était plus intéressant que Auxerre. Ouais, la deuxième période a été compliquée pour Auxerre. Après, moi je suis pas d'accord avec toi, je pense que le nul est plutôt logique parce que la première période, Auxerre a quand même les meilleures situations et globalement maîtrisé le ballon.
Il Mais là, n'y a c'était qu'en pas deuxième. d'occasion de fou. À la fin, on se disait, bon, ok, le bien, il a la dernière occasion, il a la balle de match dans le temps Mm. additionnel. Mais avant ça, tu sentais plus que c'était Le Havre qui avait le moyen d'aller mettre le deuxième que Auxerre de faire la différence, ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est Ouais, très c'est sûr. Et décevant. Auxerre n'a pas de banc aussi. On a Ouais, vu, Ouais. Angondo n'est pas là. Ouais. Même les joueurs qui sont censés être bons sur le banc, par exemple Gauthier Hein, hier, il était catastrophique, ouais, mais il s'est transparent. fait manger par Berassi. J'ai l'impression de l'avoir découvert quand il est sorti à la 75e, quoi. Donc, Fortuné, grosse déception. Hier, il était blessé. Ndom est blessé. Megraoui, il Les a pas jeunes, fait il n'y en a pas l'entrée. beaucoup. Voilà, donc la GIA n'a pas de banc et dès qu'il y a des défaillances, bah, c'est fini, quoi. Mais est-ce qu'on touche pas aussi les limites de la méthode Furlan par rapport au banc? Justement, on sait que Jean-Marc Furlan aime beaucoup s'appuyer sur 13-14 joueurs. Est-ce que les joueurs du banc, bah, ils sont en manque de rythme peut-être Bah, aussi? Belugou, par Ils exemple, sont il joue moins. jamais, quoi. Il remplace Ouais, c'est quasiment. ça, c'est Belugou, des il joue joueurs qui jamais. Il voilà, ils remplace jouent tellement Touré, il joue jamais jamais, quoi. que est-ce que c'est pas là aussi une des limites de cette méthode? Ah, c'est un risque, c'est sûr que c'est un risque. Quand tu impliques moins de joueurs dans ton turnover, ouais, c'est sûr que le jour où bah, malheureusement Touré il était hyper fiable, très peu blessé, peut-être une suspension de temps en temps. Et Mm. là, c'est vrai qu'une blessure à l'épaule, ça peut être très contraignant, l'éloigner plusieurs semaines. Et ouais, bah du coup, il va falloir trouver des solutions. Bon, en tout cas, voilà, Alex. Pour Alex, le top 5 bougera pas. Vous nous direz à Je l'écoute de suis ce d'accord. podcast si vous êtes de cet avis ou pas. Philippe, toi, ton fait marquant, c'est Ali Abdi, le serial buteur, le défenseur buteur. Bah oui, parce que on insiste à juste titre aussi sur les bonnes performances du Paris FC et sur ce retour en forme. Et je regardais tout à l'heure le classement des buteurs parce que en fait j'ai pensé à ça en voyant Michael Le Bihan hier. Je me dis mais ça fait quand même un bail qu'il a pas marqué. On voit que Papy Nouba il rate un penalty, Mohamed Bayo qui marque pas non plus contre Niort. Enfin quelque part les buteurs qui devraient peut-être porter leur équipe en cette fin de saison bah, vont peut-être pas forcément répondre présent. Et à côté de ça, tu as des joueurs comme Ali Abdi, qui pour moi est un joueur d'une polyvalence mais extraordinaire. Enfin, je pense que pour un coach, c'est un régal d'avoir ce genre de joueur. Techniquement, il est au-dessus du lot, il peut jouer sur tous les postes du couloir gauche et il a cette capacité en plus de se projeter et d'être toujours disponible en phase offensive. Enfin, là, le deuxième but parisien à Sochaux, c'est quand même un contre qui vient d'un sauvetage sur la ligne qui est fait par un attaquant parisien et c'est un défenseur qui se retrouve en position de but, quoi. Donc c'est totalement, on pourrait dire improbable, mais non, quand on voit le Paris FC jouer, Ali Abdi, il est souvent là dans la surface, souvent il est Parce qu'en plus, c'est décisif. 8 buts, mais 8 buts dans le jeu, quoi. Enfin, C'est dans le ça, jeu, 8 que ce buts soit sur coup de pied d'attaquant. arrêté ou C'est dans le ça. jeu, mais c'est pas des pénaltys, quoi. C'est Exactement. C'est soit sur des contres, soit sur des attaques placées, soit il est là pour apporter le surnombre en fin de rencontre. Il marque souvent en plus ah, dans en la plus, dernière il marque demi-heure. souvent, Enfin, ouais. Il marque je Ouais. pense qu'il faudrait regarder ses stats plus précisément, mais Contre Dunkerque, notamment, où il gagne un 0, c'est lui qui marque à 93e dans la surface, pareil, ou bah, comme un voilà. attaquant, quoi. Donc, Et moi, voilà, c'est des joueurs qui sont forcément moins mis en valeur que des attaquants, mais quand on arrive à marquer 8 buts sur une saison, je comme trouve Geoffrey ça. Cuffo, hein, c'est C'est comme incroyable. Geoffrey Cuffo. Ouais. Mais Geoffrey Cuffo, il y a le côté, il a marqué des coups francs Ouais, aussi, ouais, tu vois. ouais, ouais, il y a le C'est côté bonne Arrêté, hein. reprise. Ali Abdi, c'est vraiment que dans le jeu. Ah, puis Et Cuffo, c'est 4 buts en un match en contre plus, Toulouse, où voilà, c'était incroyable. Que Abdi, il a peut-être mis il a mis un Il a doublé, je mis un crois. doublé. il y a Il a mis un mis un doublé. doublé, mais voilà, ça veut dire qu'il a marqué dans 7 matchs différents pour un latéral et à plus souvent des buts qui rapportent des points, quoi. C'est ça. Donc, je voulais souligner cette performance assez exceptionnelle et qui va très bien avec l'état de forme du Paris FC. Et je pense que c'est avec des joueurs comme ça, justement, qui sont capables de faire la différence, que le Paris FC continuera d'assurer sa place dans le top 5. On partage évidemment ce fait marquant avec Alex, hein, je pense. Et d'ailleurs, un papier qui a été publié. Je pense Qui qu'il est sera déjà là. publié d'ici la fin de l'enregistrement de ce podcast. Et juste, moi, je voulais souligner que c'est dingue parce qu'il est arrivé la saison dernière, hein, il n'est pas arrivé cette saison, il est Abdi. C'est vrai que la saison passée, bah, on l'a pas. Je me souviens qu'il était beaucoup remplaçant, des fois hors du groupe. Quand il jouait sur le terrain, je me souviens d'un match à Lens notamment, il était en grande difficulté, il avait été sorti au bout d'une demi-heure. Et enfin, c'était le temps d'adaptation finalement parce qu'il arrivait de Tunisie, je crois. Alors, j'ai plus son parcours en Ouais, tête, mais il Je me sais semble pas. qu'il est arrivé de Tunisie. il a joué en Tunisie. Ouais. Et c'est beau de voir bah, la progression d'un joueur qui a découvert la Ligue 2, qui a eu besoin du rythme. Ensuite, en plus, le collectif parisien la saison dernière était catastrophique. Ils avaient des résultats très décevants, donc c'est toujours plus difficile pour une recrue de s'adapter. Là, cette saison, vraiment, c'est un nouveau. On a redécouvert un joueur, quoi. Et d'ailleurs, il est international. Il a connu ses premiers matchs internationaux avec la Tunisie. Il a été décisif. D'ailleurs, il a provoqué un but contre son camp lors d'un match avec la Tunisie. Donc, c'est une juste récompense pour les Abdi qui mérite d'être mise en avant cette saison. Moi, très rapidement pour le fait marquant, bah, je vais parler de Troyes qui a repris sa place de leader avec
autorité, j'ai envie de dire, même si la victoire peut paraître un peu étriquée contre Guingamp 1-0, mais ils sont tombés contre une équipe de Guingamp, comme d'hab, qui est venue avec un bloc très 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 bas. Alors, 3 a eu énormément de possession, je pense encore aux alentours de 70%. Ils ont peiné à trouver la solution, en tout cas dans le jeu combiné, dans les petits espaces, mais ils ont réussi à trouver la solution néanmoins avec la frappe de loin avec Tristan Dingomé, une belle frappe un peu déviée, mais il fallait la tenter. C'est une victoire importante, comme l'a dit Laurent Batles, on est dans le sprint final, la victoire 1-0, même s'il y a toujours des choses à redire, même si c'était pas parfait. L'important pour 3, c'était de mettre fin à cette spirale de 2 défaites d'affilée, de reprendre la place de leader, de remettre la pression aussi sur Toulouse qui est à 3 points. Et Clermont d'ailleurs, Clermont avec son match en retard qui peut plus rattraper 3 en tout cas. Même s'ils gagnent leur match en retard, ils seront toujours derrière 3. Donc c'était important aussi pour les stacks de montrer que le sprint final démarre bien, qu'il va falloir compter sur eux jusqu'au bout. Mention spéciale à Gauthier Gallon également qui sort 2 arrêts monstrueux, dont un devant Phaéton là, à la fin, où clairement moi je commentais sur Twitch, j'allais déjà annoncer le but de Guingamp tellement c'est dingue cet arrêt-là. Donc à l'image de la saison de Gauthier et puis le collectif troyen qui est toujours aussi impressionnant dans la maîtrise du jeu, même s'il va falloir progresser un tout petit peu, enfin retrouver, pas progresser, mais retrouver dans le jeu combiné, dans les petits espaces, ce qui a fait énormément la force de 3 par le passé, mais l'essentiel a été assuré pour les sacs. Et d'ailleurs, il y a un très beau Paris FC 3 là, ce week-end qui va valoir le détour. Franchement, j'ai hâte d'être à ce match parce que entre un Paris FC qui est en pleine confiance, qui est en pleine bourre, et un 3 qui, on a vu, qui peut être prenable lors des derniers matchs, ça va être intéressant. Voilà, si vous n'avez pas de choses à rajouter, c'est parfait alors, c'est parfait. Totalement. Eh ben, écoutez, j'ai fait l'unanimité avec mon fait marquant. Merci messieurs. Et on accueille tout de suite un joueur pour lequel ça va mieux ces dernières semaines, qui prend plus de plaisir malgré la dernière place de Châteauroux. C'est Romain Grange, notre invité de la semaine. Et on reçoit tout de suite notre invité Romain Grange, milieu de terrain de Châteauroux. Salut Romain, merci d'accepter notre invitation. Bonjour à tous. On va pas se mentir, quand on voit la qualité du jeu produit depuis 3 matchs, ça fait un peu mal au cœur de voir à Châteauroux lanterne rouge. Là, ça fait 3 matchs que vous jouez bien. Malheureusement, il n'y a pas la victoire. Vous avez fait 3 matchs nuls. Mais quand on voit le scénario là contre Grenoble, où vous êtes mené 2-0 à 10 contre 11 et vous revenez à 2-2 et vous avez même les grosses occasions à la fin pour l'emporter. Même si là, pour l'instant, vous êtes toujours dernier, j'imagine que ça redonne beaucoup d'espoir dans cette lutte pour le maintien. Oui, ça redonne beaucoup d'espoir. Voilà, il y a eu un changement d'entraîneur il y a 3 matchs de ça maintenant. C'est Marco Simone qui a été nommé. Du coup, c'est un style différent de Benoît Coé. Là, c'est Marco Simone demande qu'on joue un peu plus au ballon, qu'on ressorte proprement le ballon, et du coup on prend énormément de plaisir nous sur le terrain, et c'est vrai que avec ce style de jeu actuellement on met pas mal d'équipes en difficulté. Après voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, malheureusement il nous manque cette petite réussite pour gagner les matchs. Mais honnêtement, sur les 3 derniers matchs, on a pris beaucoup de plaisir, et du coup, on croit toujours en notre maintien. Marco Simone, il avait dit après une conférence de presse, je crois que c'était après Caen, il disait qu'est-ce qui vous manque? Il avait dit du cul. C'est ce que tu penses aussi, c'est voilà, il manque pas grand-chose finalement pour Ouais, exactement. Il manque pas grand-chose. On l'a encore vu ce week-end face à Grenoble, où dans les 10 dernières minutes, on a 2 grosses occasions. On a un coup franc qui est hors jeu au final, avec la position de Razak, je crois, qui est un peu hors jeu. Et à la dernière seconde, encore un coup de pied arrêté où Razak met sa tête sur le poteau. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la réussite du premier, on a plutôt la malchance du dernier en fait. C'est même poussé à l'extrême, Romain, votre manière de jouer désormais, parce que vous faites même des relances, mais hyper risquées, j'ai envie de dire, depuis le gardien ou dans votre surface. Enfin, c'est les consignes de Marco d'y aller vraiment à 100%. On joue tout le temps comme ça. Ouais, c'est vraiment les consignes du coach. Après, comme tu dis, c'est vrai que c'est assez risqué. Mais voilà, en fait, en gros, le coach demande qu'on attire la pression, et en fait, on doit faire un peu une genre de conservation entre le gardien
les défenseurs centraux, les latéraux et nous, les numéros 6. Et en 3-4 passes, après, on essaie de casser le pressing de l'équipe adverse pour trouver nos attaquants. Et après, nos attaquants, ils doivent faire la différence. Ils sont souvent en duel 1 contre 1. Et là, c'est à eux de faire ce qu'il faut pour mettre en difficulté l'équipe adverse. Et franchement, Marco, il est arrivé maintenant depuis 1 mois. Et franchement, on le fait plutôt pas trop mal sur les matchs qu'on a fait avec lui. Alex? Et ça vous a surpris justement cette façon de jouer qui vous a demandé? Parce qu'on sait souvent quand les équipes sont un petit peu en difficulté, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt on reste solide derrière et puis ensuite on voit. Vous, ça vous a surpris quand il est arrivé? Il a dit par contre, on va jouer comme ça, on va prendre beaucoup de risques. En fait, il nous a dit quand il est arrivé qu'il avait regardé nos matchs et il avait vu qu'on allongeait pas mal. Et il a dit dans son premier discours, vous voulez qu'on descende, pas de problème, on va descendre. Mais moi, je vais vous proposer un style de jeu où même si on descend, au moins sur le terrain, on va se faire un peu plaisir parce que là, actuellement, je suis pas sûr que vous fassiez plaisir en allongeant des longs ballons comme ça. Et au final, quand il nous a dit ça, tout le monde a intégré son discours et tout le monde aujourd'hui prend énormément de plaisir à travailler comme ça. Alors, il y a quand même, vous prenez beaucoup de plaisir, vous faites des très bons matchs, on l'a dit, il manque juste cette petite victoire. Il y a encore un peu d'écart quand même avec le barragiste, c'est l'objectif déjà, je pense, dans un premier temps, d'essayer de se rapprocher au maximum de la 18e place. Il reste que 7 matchs désormais. Bon, comment est le moral du vestiaire selon toi là? Non, franchement, le moral est bien. Honnêtement, après, c'est vrai que par rapport aux 3 matchs, si on regarde nos 3 matchs, je pense qu'on pouvait prendre au moins 7 points. C'est vrai qu'avec 7 points, voilà, on serait beaucoup mieux. Mais tout le monde est conscient que on a 7 finales à jouer, dont une déjà samedi face à Dunkerque, qui est un match Ouais. très très important pour la suite. Donc, mais voilà, le fait de produire du beau jeu comme ça, sur le terrain, on est beaucoup plus libéré et voilà, actuellement, on est plus en confiance qu'un mois auparavant, quoi. Surtout, on sent que vous craignez pas la descente en fait. Et quelque part, c'est vrai que vous avez un calendrier qui va être super difficile parce que vous allez jouer les 3 premiers de Ligue 2. Il n'empêche, eux, ils seront à un moment de la saison où ils vont peut-être commencer à se poser des questions à certains moments du match. Enfin, typiquement, moi, j'ai vu la fin de votre match contre Grenoble. On sentait que les Grenoblois, ils se disaient merde, si on gagne pas ce match, ils sont qu'à 10 depuis le carton rouge. C'est un match qu'on doit gagner. Et alors que vous avez joué complètement libéré, ça peut peut-être aussi vous permettre finalement de faire cette série enfin. Oui, exactement. Mais après, on est dans une situation où tout le monde nous voit descendre. Donc, peut-être que on se dit, de toute façon, on n'a rien à perdre et autant se faire plaisir sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre en difficulté les équipes. Et par rapport au match de Grenoble, à la fin, j'ai discuté avec Philippe Isberger et il me disait que limite, ils étaient plutôt contents d'avoir fait 2-2 parce qu'on les avait mis en difficulté. Après, comme je l'ai dit aussi avant le match, nous, c'était un match sous pression par rapport au maintien, mais eux aussi, c'était un match sous pression par rapport à la montée. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas la même pression, mais voilà, c'est des matchs sous tension et c'est vrai que nous, on l'a peut-être un peu mieux abordé que Grenoble. Après, Grenoble, je pense que le tournant du match, c'est le fait qu'on marque ce premier but. Et je pense que ça leur a mis un petit coup derrière la tête juste avant la mi-temps. Et du coup, ils se sont dit, ah ouais, ça va être peut-être compliqué, même si Châteauroux est à 10. Et tu parlais tout à l'heure de l'arrivée du nouveau coach, Marco Simone. Il y a aussi les changements complets dans l'organigramme du club aussi, avec les nouveaux dirigeants, avec Michel Denisot qui est de retour, avec Patrick Trottignon également. Quels ont été leurs discours également envers les joueurs? Eux sont arrivés dans un moment où vous étiez déjà dernier, donc la mission va être compliquée de se maintenir dès le début, mais voilà, quelles sont leurs visions à moyen terme, on va dire, même en cas de descente, qu'est-ce qui se prépare pour l'avenir à court et moyen terme?
Déjà, le discours de Michel Denisot, dans un premier temps, il nous a dit ne finissez pas dernier. Ouais. Donc après, on verra ce qui peut se passer. Après, on sait très bien que pendant cette période de Covid, certains clubs ont été touchés financièrement. Nous, on a la chance d'avoir eu un repreneur saoudien qui a des finances assez costauds. Donc voilà, s'il y a des difficultés pour certains clubs financièrement, nous, normalement, on n'aura pas ces Ouais. difficultés-là. Donc peut-être qu'avec la crise sanitaire, il y a des clubs qui vont pas pouvoir poursuivre l'aventure en Ligue 2 ou quoi. Donc il nous a dit ne finissez pas dernier. Donc voilà, déjà, c'était un premier objectif. Et après, voilà, si on est amené à descendre, je pense que le club fera tout pour qu'on remonte directement. Et parce que voilà, avoir un investisseur aujourd'hui pour un club en France, c'est pas facile. Nous, on a la chance de l'avoir. Donc, je pense qu'après, ils vont vouloir faire quelque chose de bien. Alex? Et justement, ce nouveau projet ambitieux et solide, toi, ça pourrait, en cas de descente en nationale, t'inciter à rester à Châteauroux, ou alors, si le club descend, tu privilégierais quand même la Ligue 2? Honnêtement, je me suis pas vraiment posé la question. Moi, mon objectif, c'est de maintenir mon club en Ligue 2. Moi, après, je suis né à Châteauroux. J'ai débuté ici. J'ai ma famille qui est ici, mes beaux-parents qui sont ici. Ma femme travaille ici. Je suis en train de faire construire à Châteauroux. Donc, c'est vrai que même si on est amené à descendre, moi, l'objectif, ça serait quand même de rester à Châteauroux, surtout qu'il me reste encore un an de contrat. Après, dans le foot, on n'est jamais sûr de rien, malheureusement. Donc, mais bon, on verra. Honnêtement, par rapport à tout ça, je me suis vraiment pas posé cette question-là. Donc, on verra par la suite. Mais voilà, je me dis, il y a quand même un bon projet avec les nouveaux investisseurs. Et ce qui se passe aussi avec Sheffield et Beerschot, les autres clubs du groupe saoudien, ça doit inciter à l'optimisme aussi parce qu'ils ont réussi à remonter en première ligue Sheffield et en remontant en première division belge Beerschot. Oui. Là on le répète, ils sont arrivés où la situation était déjà très compliquée, donc on les jugera plutôt à partir de la saison prochaine. Mais en tout cas, ça donne une vision optimiste. Ils savent comment dire, bâtir un projet cohérent ils ont déjà su bâtir des projets cohérents pour leurs autres clubs. Donc ça doit inciter aussi à la confiance quand on est joueur, j'imagine. Ouais, exactement. Voilà, ils nous ont parlé de leur futur projet avec Châteauroux. Ils nous ont expliqué comment ils avaient travaillé avec Sheffield et Beerschot. Voilà, moi, quand j'étais en Belgique, Beerschot était en Ouais, deuxième division et aujourd'hui, ils sont en première division et ils titillent les gros clubs pour éventuellement faire les playoffs 1. Donc, on voit que c'est des personnes qui gèrent très, très bien les clubs où ils sont. Donc, en espérant qu'ils fassent de grandes choses avec Châteauroux aussi. bon, Romain, gros match, tu l'as dit tout à l'heure contre Dunkerque. Oui. C'est pas une finale, mais ça y ressemble. En tout cas, ce serait l'occasion de gratter 3 points à un concurrent direct. Donc voilà, j'imagine que la semaine va être studieuse du côté de Châteauroux avec Marco. Ouais, voilà, ce matin, là, on s'est entraîné et puis il nous l'a dit que on avait cette finale, mais ça commençait déjà à partir du match face à Dunkerque. On sait que c'est un match à domicile, c'est important de prendre les 3 points pour la suite. Donc voilà, on va essayer de faire les mêmes matchs qu'on a fait auparavant, mais avec ce petit brin de chance devant pour marquer un but de plus qu'eux. Bon, pardon, Philippe. C'est le match aller, j'ai envie de dire, contre Dunkerque. Le match retour, ce sera à la DNCG pour Dunkerque. Quand ton président disait de pas être dernier, je pense qu'il visait notamment potentiellement ce club. On sait que Dunkerque a été frappé par une sanction, une relégation provisoire. C'est pas provisoire derrière le terme. Mais donc ils auront une nouvelle audition, c'est sûr, en fin de saison. Ouais, je pense que voilà, nos dirigeants pensent aussi à des clubs comme Dunkerque, mais je pense que il n'y a pas que Dunkerque qui va être en difficulté financière. Donc, mais bon, si on pouvait se maintenir sur le terrain, Oui, ça serait mieux. Et après, on verra tout ça après. Mais
Mais ouais, on aimerait le faire quand même. C'est mieux sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. C'est tout le mal qu'on souhaite à la Berrichonne en tout cas, voilà, qui a C'est vraiment gentil. depuis 3 matchs, on a retrouvé vraiment le jeu de la Berrichonne qu'on a apprécié les années précédentes, qui vous avaient permis de vous maintenir. Merci beaucoup Romain une nouvelle fois. Bah, merci pour l'invitation, c'est gentil, hein. À très bientôt et puis allez Châteauroux pour samedi du coup. Voilà, c'est gentil, pas de souci. À bientôt en tout Salut, cas. Merci beaucoup. Merci Romain. Au Au revoir revoir. Romain, merci. ciao. Salut. Et nous recevons désormais l'équipe de Ningesphère. C'est un compte de supporters de Valenciennes que vous pouvez retrouver sur Twitter, Ningesphère, et puis sur YouTube également. D'ailleurs, François, il est bien équipé, on le voit derrière lui. Il y a beaucoup de maillots, il y a le micro. On va évidemment, Maxence, François, on va évidemment parler avec vous de toute l'actualité de Valenciennes, qui a lourdement chuté malheureusement pour vous à Ajaccio ce week-end. On en parlera tout à l'heure. Mais avant d'évoquer l'actualité du VAFC, on tenait déjà à vous inviter pour vous dire un grand merci, François, Maxence, de l'initiative que vous avez prise. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a perdu pendant 13 jours le site malik2.fr à cause de l'incendie chez notre hébergeur OVH à Strasbourg, un gros incendie qui a impacté énormément de sites en France et en Europe. Malheureusement, on était concernés. Alors, dans notre malheur, on a eu aussi du bonheur de pouvoir récupérer le site au bout de 13 jours, mais c'est vrai que ça a été long, ça a été très long. C'était la première fois en 8 ans, hein, Philippe, qu'on ne pouvait pas informer les gens, qu'on n'avait plus accès au site. Il y a eu 2 journées de championnat où on n'a pas pu faire d'article malheureusement, donc ça a été assez long. Et Maxence et François ont lancé une cagnotte sur Litchi qui a atteint 390 € précisément, donc c'est énorme. On ne s'attendait pas à recevoir autant de soutien financier. Donc merci à tous les contributeurs. Un grand merci à vous, François et Maxence. Je le répète, on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts et émissions, mais on le répète, on le répète. Un grand merci, vraiment, ça nous va droit au cœur, ça nous touche beaucoup de voir que il y a une belle communauté en Ligue 2 qui nous a soutenus pour qu'on revienne plus fort après ce petit incident. Je sais pas, Pas de pro- ouais, je veux dire, je sais pas si François ou Maxence veulent prendre la parole par rapport à ça déjà. Déjà, pas de problème, pas la peine de nous remercier. Puis bon, comme on sait que Valenciennes est parti pour rester un certain temps en Ligue 2, on peut pas se permettre de perdre ma Ligue 2 pour les informations. On était obligé d'aider le sauvetage de ma Ligue 2, donc vraiment pas de problème. Du coup, voilà, cette somme, Philippe, on va la récupérer bientôt, très bientôt, et elle va bien nous servir, Philippe. Ouais, l'idée c'était d'investir dans du matériel, hein. On s'est lancé sur le podcast depuis 1 an et demi, je crois, si je dis pas de C'est bêtises. la Et deuxième puis saison. ouais, c'est la deuxième saison. On essaye de professionnaliser ça au mieux. On voit que par exemple François a du très beau matériel, mais bon, c'est youtubeur, donc forcément avec une grosse communauté. On n'en est pas encore là sur YouTube. On a lancé la chaîne Twitch aussi. Finalement, ça a été une opportunité indirecte, hein, de ne pas avoir de site internet, c'était de faire autre chose. Ça fait déjà 3 multis qu'on fait sur Twitch. On commence à faire grossir la communauté. Et puis voilà. Puis je sais que sur Twitch, Dorian, ton PC a tendance à ramer un peu trop quand tu as Ah, un petit 3-4 peu, fenêtres ouais, ouvertes. Donc ouais, c'est ouais, peut-être le c'est moment compliqué. de réinvestir. Voilà, on va Oui, il y en a tout ça. cas utiliser cette somme à Voilà, bon escient. comme je disais, ça va compenser une partie des pertes qu'on a subies pendant l'interruption involontaire du site. Et puis évidemment, on va en profiter pour faire des choses qu'on avait prévues depuis longtemps, mais que malheureusement on devait repousser avec la situation sanitaire, financière, avec cette crise, cet incendie chez OVH qui nous a touchés. C'est vrai que c'était pas évident. Donc voilà, on ferme la parenthèse, mais encore une fois, un grand merci à vous pour l'initiative, pour cette cagnotte, et un grand merci à tous ceux qui ont contribué. Sachez que voilà, l'argent que vous nous avez transmis, donné, sera très bien réinvesti dans ma Ligue 2 et c'est le plus important. Bon, on va passer à un autre sujet qui fâche un petit peu plus, qui est un petit peu moins souriant, j'ai envie de dire. C'est l'actualité du VAFC en ce moment. Ça va pas fort. Il y avait encore un petit espoir de top 5 on va dire, il y a un mois et demi. Même si c'était un peu compliqué, mais il y avait toujours cet espoir. Bon là malheureusement c'est fini. Il y a eu beaucoup de défaites sur les dernières semaines, dont la dernière à Ajaccio 3-0 ce week-end. Messieurs, je sais pas qui veut commencer, François, Maxence, mais comment vous voyez cette fin de saison qui s'annonce pour Valenciennes? Ça va être compliqué là. Vous êtes dans le ventre mou quoi, malheureusement. Je pense qu'on est déjà en vacances en fait, hein. Une défaite en Coupe de France 4-0 contre le FC Metz, déjà celle-là, elle avait fait un petit peu du mal à tout le monde parce que c'était un petit peu le seul truc qui nous restait à jouer à ce moment-là de la saison. Et du coup, vraiment derrière, on enchaîne les défaites. Allez, un match nul à Auxerre qui sort un peu le truc.
Mais sinon, un 3-0 contre Rodez là-bas et un 3-0 contre Ajaccio là-bas aussi, ça fait très très mal au moral. Maintenant, il faut voir comment les joueurs vont s'en relever. Et Olivier Guégan parlait de ne pas finir la saison en roue libre. Malheureusement, pour l'instant, on en prend la direction. Surtout que vous allez jouer contre des équipes qui, elles, ont quelque chose à jouer de très important, la plupart le maintien au final. Et on sait que dans ce genre de match, si t'es pas à 100%, tu peux vite faire une très 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 mauvaise série, quoi. Absolument. C'est Chambly, Guingamp, Amiens, ça va être des traquenards pour nos joueurs. Ça va être des matchs très compliqués à jouer. Comme tu le disais il y a 2 secondes, ouais, c'est des équipes qui ont encore des choses à jouer et du coup, ils vont tout donner sur le terrain. Nous, on a l'impression vraiment d'être en vacances maintenant. On n'a vraiment plus rien à faire. Alors, pour défendre un peu VA, entre guillemets, pour défendre, il y avait énormément justement d'absents en défense à Ajaccio. Est-ce que tu penses, François, que ça peut expliquer quand même cette défaite à Ajaccio, même si il y avait eu, on en reparlait de la défaite à Rodez aussi 3-0, où là, il y avait pas beaucoup d'absents. Donc, Je pense pas, parce que j'ai quand même l'impression que le problème de Valenciennes en ce moment, c'est au niveau du mental, parce qu'on voit souvent les matchs où en fait on encaisse le premier but, on prend systématiquement une valise derrière. Maxence, il a été gentil, il n'a pas rappelé le 4-0 à Clermont, mais on a ouais, pris aussi. 4-0 à Clermont, et cette équipe, dès qu'elle encaisse le premier but, elle prend quasiment pas de points, et on sent vraiment que Guégan, il essaye de motiver les troupes, mais les joueurs le savent mieux que quiconque, que là, l'équipe n'avait pas le potentiel pour jouer autre chose, et on va dire heureusement que les 3 points contre Niort ont été définitivement Ouais. validés. Ça nous amène à 40 points parce que cette équipe-là, 37 points, j'aurais eu quelques inquiétudes, même si normalement le maintien, ça devrait se faire tranquillement, je pense. Et puis Philippe, Alex, on a même vu un Jérôme Prior hyper fébrile. Ouais. C'est rare quand même de la part de Jérôme Prior, mais là, on a vu que c'était vraiment une faillite collective à toutes les lignes, quoi. Bah, quand il parle de mental, justement, François, je le rejoins totalement. Enfin, quand on voit ce que fait Prior, clairement, Sur le sur deuxième but. le deuxième but, même le premier, Ouais, pour moi, il mais n'est pas clair du tout. Ouais, même le premier. Franchement, si tu dis c'est dans la tête, c'est pas possible. Enfin, on sait que c'est un gardien qui a des qualités, même il y a pas mal de joueurs qui ont des qualités. On voit le petit Doucouré, franchement, il est très intéressant et il n'empêche, derrière, ça prend des valises, quoi. Donc, je pense que Guégan, il est pas du genre à lâcher l'affaire. Ouais. C'est pas le genre de coach qui va dire, bon, les mecs, c'est bon, on s'en fout, on est en vacances, et puis on arrête, quoi. Je pense qu'il fait effectivement tout son possible pour motiver l'équipe, mais effectivement, il a l'air d'avoir un sacré blocage au niveau des têtes. Vous l'expliquez peut-être aussi avec, je sais pas, un problème de motivation qui peut être lié à l'aspect extra-sportif, j'imagine, Maxence, François? Ça peut jouer, ouais, ça peut jouer. On sait que rien n'est clair du côté du VFC. Chaque semaine a son lot de rebondissements à Valenciennes. Mais moi aussi, je l'explique justement, j'en parlais il y a quelques secondes. Moi, je pense que le match en Coupe de France a vraiment fait beaucoup de mal au moral des joueurs parce que c'est vraiment le truc qui restait à jouer cette saison. Et prendre une déculottée pareille face à Metz, je pense qu'ils étaient vraiment pas prêts à ça, surtout qu'ils loupent un penalty dès le début du match. Et je pense qu'ils ont vraiment eu du mal à se remettre de ça. Et là, ça aide vraiment pas les matchs suivants. Et vous n'avez pas peur un peu que cette fin de saison, entre guillemets, en roue libre, en tout cas si ça continue comme ça impacte la prochaine, parce qu'on sait que voilà, une saison, ça se prépare déjà des mois en amont. Vous avez peur que ça vous fasse perdre du temps un peu pour le début de saison prochaine? Moi, j'ai très peur qu'on amorce déjà, alors que la saison n'est pas finie, une grosse fin de cycle en fait, qu'avec le départ de Cabral, il y a quasiment toute l'attaque à reconstruire. On sait que Baptiste Guillaume, il a une pubalgie où il va devoir se faire opérer, donc l'attaque c'est très incertain. On va perdre Prior qui sera en fin de contrat, donc peut-être qu'il va prolonger, mais ça n'en prend pas le chemin. Au milieu, notre meilleur joueur, Kankava, il a clairement dit qu'il allait essayer d'aller jouer en Ligue 1, donc on a des doutes à toutes les lignes. Donc plus que la fin de saison où je pense on va gratter 4-5 points et ce sera tranquille, j'ai très peur pour la saison prochaine parce qu'Olivier Guégan, bon là on revient un peu sur l'extra sportif, il n'a pas beaucoup de moyens, il fait beaucoup venir des joueurs de son réseau, Ouais. mais il y a un moment où le réseau va peut-être se tarir et c'est là qu'à mon avis il y aura danger. Ouais, c'est beaucoup d'anciens Grenoblois, on l'avait dit, Maxime Spanoraou, Eric Van Den Habil, Arsène Logo, Malek Chergui. C'est vrai que pour l'instant, le recrutement, comme le budget de Valenciennes n'est pas énorme dans le recrutement, ouais, c'est beaucoup de fins de contrat et beaucoup de Jabba Kankava, typiquement, c'est Olivier Guégan parce qu'il avait eu à Reims. Donc ouais, on sent vraiment que Olivier Guégan fait ce qu'il peut. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand les résultats sont pas là, c'est souvent l'entraîneur qui est pointé du doigt en premier dans les clubs. Là, on a vraiment le sentiment que c'est pas du tout la faute d'Olivier Guégan. Enfin, en tout cas, il fait son possible, mais ça manque un peu de qualité pour viser le top 5, quoi, tout simplement. Je pense que Guégan est très malin parce qu'à chaque fois, avant ses mercato, il annonce ce qu'il veut.
Et quand on se rend compte que sur le terrain, il n'obtient pas ce qu'il veut, on sait directement vers qui pointer la responsabilité. En fait, ce qu'on a dit à Valenciennes, c'est que le mercato d'hiver aurait dû être le mercato d'été. Si on refait la même saison avec Robaille et Kankava, je pense qu'on n'est clairement pas à la même place, mais c'est encore une fois un problème de moyens. Je me souviens l'année dernière, Guégan qui réclamait corps et âme un piston gauche et il a dû attendre le mercato d'hiver. Ouais, Ali Abed. À chaque fois, on en revient au même problème. Olivier Guégan est, je pense, un bon entraîneur qui sait tirer le maximum de son groupe. Mais si on veut jouer le top 5, il faut lui donner des joueurs un peu plus qualitatifs que ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cellule de recrutement à Valenciennes, c'est le coach tout seul qui doit faire le boulot parce que personne ne le fait ou personne n'est capable de le faire? Malheureusement, à 90%, je pense que oui. Malheureusement, on sait que José Saez est dans la cellule de recrutement. Il paraît que c'est lui qui aurait ramené Gaëtan Robaille. Mais je crois que c'est vraiment le seul joueur que la cellule de recrutement a ramené cette saison à Valenciennes. Je crois que sinon le reste, c'est vraiment totalement Olivier Guégan. Effectivement. Et du coup, on sait que saison après saison, Valenciennes espère pouvoir se mêler à la lutte pour la montée, espère pouvoir essayer de retrouver la Ligue 1. Là, pour la saison prochaine, du coup, vous pensez qu'il y aura moyen de structurer quelque chose pour enfin s'installer dans ce top 5? Alors, je suis plutôt de l'avis contraire. C'est un peu le sentiment qu'on a avec tous les supporters, c'est qu'on atteint vraiment un point de rupture à Valenciennes, où on sent vraiment que là, il y a une cassure profonde. Déjà qu'à Valenciennes, il restait vraiment les fidèles parmi les fidèles, parce que quand même, on n'est plus qu'à 2000 abonnés quand même dans un stade de 25 000. Et là, on sent que c'est clairement la saison de trop avec tous les épisodes extra-sportifs. Enfin, on va pas tous les citer, mais notamment l'intervention d'un actionnaire sur Facebook qui avait insulté les supporters, etc. Le fait que ça fait 1 an et demi que les supporters attendent leurs avoirs c'est pour les ça. abonnements. C'est plein de petits détails cumulés qui font qu'en fait, limite maintenant, le sportif, les supporters, ils en ont plus rien à faire. Maintenant, c'est vraiment focus sur le changement de direction parce qu'on sait très bien qu'avec un tel environnement malsain autour du club, on n'y arrivera jamais. Et donc, voilà quoi. Enfin, Là, vous êtes un peu blasé en fait, si je comprends bien. Mm. Là, c'est un peu le sentiment qui domine à Valenciennes, c'est que les supporters sont un peu blasés de voir que sur le terrain, malheureusement, il y a peu de choses pour se réjouir. Enfin, en tout cas, pour vibrer jusqu'en fin de saison pour un top 5 et il n'y a pas de perspective vraiment optimiste pour la suite, quoi, si on vous entend. C'est même pas blasé. Je pense que c'était les saisons derrière. Là, je pense qu'il y a vraiment un dégoût qui s'est installé. Ouais. Enfin, on a un petit groupe sur Discord, etc., où on discute. On a à peu près une trentaine de supporters actifs. Et je crois que sur la trentaine, il y en a 5 qui ont regardé le match contre Ajaccio. Ouais, Et les autres, ok. ils ont regardé le Multi-Ligue 2 où ils ont fait autre chose, quoi. Il y a vraiment. On n'en peut plus, quoi. Et les gens, souvent, ils disent Valenciennes, ils font un caprice. Ils auraient pu descendre plus bas. Ils sont au milieu de tableau de Ligue 2. De quoi ils se plaignent. Mais ça fait vraiment 8 ans où on n'a aucune perspective d'avenir. Vraiment aucune. Donc, c'est fatigant mentalement parce qu'on sait très bien qu'on va vivre les mêmes saisons en boucle. Et tant que pour la direction, il y a la possibilité de vendre de temps en temps un bon joueur, comme là c'est le cas avec Cabral, j'imagine qu'ils n'ont aucune raison de lâcher l'affaire non plus de leur côté. Non, Exactement. Vas-y, Maxime. Ils n'ont aucune raison de lâcher l'affaire. Tous les ans, c'est ce qu'on a eu le droit à ça. Et surtout que là, Cabral, c'est 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est une somme jamais atteinte par la direction en vendant 3-4 joueurs. Et là, ils le font en un seul. Et il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs avec une valeur marchande intéressante. On parlait tout à l'heure du petit Doucouré. Ouais. Ismaël Doucouré, à mon avis, c'est une très belle valeur marchande. Et si Edis Dieck et sa direction décident de le vendre, ils ont atteint un budget absolument énorme. Maintenant, est-ce que l'argent sera directement remis dans les caisses du club? Ça, c'est une autre question à se poser. Parce qu'on rappelle que l'ancienne a interdit de recrutement maintenant depuis 7 ans. Le dernier transfert, c'est Raïdel Poipon en 2014, 100 000 euros. Ça commence à faire longtemps. Lui. Je me rappelle de lui. Ça aurait été un bon joueur pour un quiz, ça, parce que c'est vrai qu'il fallait s'en souvenir, tu vois. Bon, ça fait 7 ans consécutifs. Tu vois, c'est quand même. Bon, on rappelle alors pour contextualiser, pour entre guillemets se faire l'avocat du diable, même si l'expression est pas très sympa. Mais c'est vrai que c'est Didier qui a sauvé le club, il répète à longueur d'interview qu'il a repris le club dans une situation compliquée, c'est la version officielle. Attention, là, je vous livre la version officielle, qu'il a repris le club, qu'il a sauvé, sinon c'était la faillite, et que depuis il épure les comptes petit à petit, il y avait beaucoup de dettes, machin, et que Valenciennes toujours interdit de recrutement, mais que chaque année après année, il pérennise le club, il le stabilise pour ne plus être encadré dans les saisons à venir. Alors effectivement, avec la vente d'un Kevin Cabral, peut-être d'un Ismaël Doucouré qui rapporte une grosse somme, peut-être que le budget du coup sera amélioré, par exemple pour réinvestir dans du recrutement et avoir une équipe
plus compétitif. Ce serait la logique des choses en tout cas. Peut-être juste revenir sur ce que j'appelle la légende urbaine. Eziziek a sauvé le VFC. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont participé au plan de sauvetage et Eziziek, au total, je crois qu'il a mis moins de 500 000 euros sur les 8 millions ou quelque chose ici. Donc, c'était un peu le chapeau c'est lui qui a chapeauté tout ça, qui a été mis en avant. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit lui qui a sauvé le club. Et nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que le Montwy sort des joueurs, on les vend, et à chaque fois on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, donc on ne comprend pas vraiment comment c'est possible vu qu'on ne dépense rien. Donc après, bon, il y a les dépenses de fonctionnement forcément, mais si encore le président nous disait on va vendre les joueurs, mais à chaque fois ça va nous servir à faire de la marge financière, on va commencer à recruter, à bâtir quelque chose, et chaque année on va à la DNCG nous dit vous êtes encadré, et là encore, c'est pas dit que même avec le transfert de Cabral, on soit pas encadré. Donc, en fait, c'est le Montwy. Le VFC ne survit que grâce au Montwy et à sa formation. Parce que on arrive à vendre des joueurs 800 000 euros, 1 million. Pour la Cabral, c'est vraiment une exception. Mais c'est très frustrant de voir toutes ces pépites partir pour des économies de bout de chandelle et pour juste faire survivre le truc. Alors qu'il y a plein d'investisseurs qui seraient prêts à venir, mais qui ne veulent pas venir parce qu'ils veulent un changement de direction et la direction ne veut pas laisser la main. Il y avait un groupe milieu, Fiducime partout. Tant qu'il y a un potentiel et que c'est une personne qui bloque tout, en fait. Alex ? Vous en êtes presque à espérer qu'il y a entre guillemets, même si on ne souhaite jamais ça à son club, mais en tant que supporter, je l'ai parfois pensé aussi, une catastrophe un peu sportive pour qu'il y ait un électrochoc et qu'il y ait un changement, ou vous vous dites que là, vous êtes parti pour, entre guillemets, vous traîner Ziyech pendant encore des années. Bien sûr, on y a pensé, forcément. On y a pensé, on y pense toujours. On se dit des fois que ça peut être une solution. Malheureusement, c'est la solution la plus extrême. Mais tu es obligé d'y penser quand même parce que tu viens de vivre 7 saisons absolument faméliques. Franchement, c'est très dur à vivre. Et du coup, ouais, forcément, on y pense. Maintenant, c'est pas forcément la meilleure solution, je pense, mais ça en reste une. Il y a des présidents qui s'accrochent parfois très très longtemps. Alors, je vais pas comparer ce qui est. Vous êtes pas, Valenciennes et Tours sont deux clubs qui n'ont rien à voir en termes d'histoire, mais il n'empêche, on voit qu'à Tours, on a un président qui a peut-être fait bien pire encore et qui s'accroche toujours alors que le club a été relégué en N3. Il est plus là. Il n'y est plus ? Ah non, ça il a cédé la main à Tours. Il a pris du recul. Bon bah finalement, tu vois, tout arrive. En National 3. C'est attendre. Alors voilà, National 3. Donc je vous souhaite vraiment pas de tomber en National 3, même si le Montwy a des très bons jeunes et que vous feriez belle figure en National 3 avec. C'est la réserve d'ailleurs en N3, je crois. C'est ça. Ouais. Donc bon. Et ouais, c'est pas très réjouissant pour le moment. Valenciennes, c'est vrai qu'il y a toujours ce flou qui entoure l'extra sportif plus que sportif. On a hâte de pouvoir parler que du sportif à Valenciennes et pourquoi pas pour la montée dans la saison prochaine. C'est ce qu'on vous souhaite à vous les supporters en tout cas. Et avant de se quitter, une nouvelle fois, merci pour la cagnotte et on vous invite évidemment à les suivre si vous êtes supporter de Valenciennes ou supporter d'un club de Ligue 2, mais que voilà vous voulez rejoindre suivre la communauté des supporters de Valenciennes. C'est sur Ningesphère sur Twitter ou sur la chaîne YouTube. Merci Maxence, merci François. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Et à bientôt. Salut. Allez, on remercie encore Ningesphère et on passe évidemment au quiz pour finir cette émission. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. On va jouer avec les parcours des joueurs. J'ai 3 joueurs en stock selon leur parcours en professionnel. Et voilà, le premier qui trouve la bonne réponse, évidemment, a le point. On joue en 2 points gagnants. On est parti. Premier joueur, il y a un parcours amateur, parcours professionnel, mais je vous donne les clubs dans l'ordre, évidemment. On commence avec Le Havre, Luznac, Boutaïb. Bah non, dans l'ordre. Je suis dans l'inverse. Rouen, Luznac de nouveau, Chamois-Niortais. Attention, ça peut aller vite parce que je vais vous donner le dernier club. AS Nancy-Lorraine. Andea Donando. Andea Donando. Bien joué. Très très compliqué à trouver avec son parcours chez les jeunes. Luznac, c'est vrai. Il est monté avec Luznac, il faisait partie de l'épopée. Il n'est pas monté du coup en Ligue 2. Malheureusement, il faisait partie de cette épopée de Luznac jusqu'en 2014. Ensuite, meilleur buteur de l'histoire de Niort de 2014 et 2019. Et Nancy, où c'est un peu plus compliqué. Il n'a pas du tout joué cette année d'ailleurs. Andea Donando. 1-0 pour Philippe. Attention, c'est déjà peut-être une balle de match. Alex, il faut égaliser. On fera quand même la 3e pour le fun, mais
Soyez concentrés. On est parti, parcours senior uniquement, il n'y a pas beaucoup de clubs, ça peut aller vite. KSV Rulers. Charleroi SC. KRC Genk. De Jaegereux. 10 chevaliers. Attention, ça va aller très très vite, là c'est la rapidité. Rulers, Charleroi, Genk, Toulouse. De Higuereux. Bah, je l'ai dit. Non. Pierings. Non. Ah, Van den Boomen. Non. bah non. Je De West. Ah De oui, West. Sébastien De Wast. Sébastien De Wast. Ah, j'allais dire, bah, bizarre, hein, quand même, Toulouse, il n'y a pas 36 000 Belges. Ils ont dit De Ah Jaegereux, oui, c'est pas c'est vrai, lui. c'est vrai. Bah, Ouais, c'est oui, victoire. pour moi, il n'est pas encore arrivé à Toulouse, en fait. Ah oui, mais je savais que ça allait être piégeux. Je suis content parce que je me doutais que vous n'allez pas forcément penser à lui. Non. Parce Ah ouais. il est arrivé récemment. Sébastien De West, le défenseur de Toulouse, victoire de Philippe. Ça peut être 2-0, 3-0 ou 2-1. Je vous donne quand même le troisième pour le fun. Ah ouais, vas-y. Je sais que ça vous plaît. En plus, là, j'ai pris un joueur avec un parcours en professionnel très riche, beaucoup de clubs, donc ça peut être sympa. Parcours senior, on part sur du OGC Nice. Il y a un prêt au FC Lorient. Il y a un prêt au Gillingham FC. Il y a un prêt à l'AS Cannes. Ensuite, on part sur du CS Sedan Ardennes, du Châteauroux. Ensuite, on part un peu plus exotique, l'Omonia Nicosie. Le Panetolikos FC en Grèce. On revient en France, attention, là ça peut aller vite. On revient au RC Lens. Ensuite, on part sur du Stade Lavallois. Patrick Barul. Non. Hein, On part c'est sur un joueur qui joue encore en Ligue 2, là. Ouais, Il joue encore? ouais. Ah, ok. On part sur du Ok. Boulogne-sur-Mer après Laval. Laval, Là, Boulogne. attention parce qu'on va arriver sur le dernier club. Je vous fais un récapitulatif de tous les Ah, clubs. putain, là. Là, je vous le dis dans l'ordre et je vais enchaîner Formé à jusqu'au dernier. Nice. Nice, Lorient, Gillingham, Cannes, Sedan, Châteauroux, Omonia Nicosie, Panetolikos, Lens, Laval, Boulogne, Pau. Souleymane Diarra. Romain Armand. Ah, Scaramouzzino. Eh oui, Anthony Pascal Scaramuzzino. Mouzinho, Eh Ah oui. oui, bien joué, Ah Philippe. ouais. Ah, le RC Lens, Ah j'ai oui. cru que tu allais l'avoir plus tôt, Philippe, quand même. Non, bah, tu sais, c'est quoi, c'est des Intervenu en joueurs Ligue qui 2. n'ont pas marqué le RC Lens, ça. C'est Bah, il c'est joue pas mon 38 RC matchs, Lens. 38 matchs avec Oui, le RC oui, Lens en bah Ligue oui, 2, oui. avant À une époque, après, il a beaucoup joué en national avec Laval et Boulogne et il revient en Ligue 2 C'est avec vrai. Pau cette saison. Il fait une belle saison, Anthony Scaramuzzino. Un joueur qu'on apprécie tout particulièrement, qu'on avait reçu en début de saison dans le podcast, qu'on salue. Très sympa. Anthony, j'ai tout de suite pensé à lui. Je savais qu'il avait un parcours riche et que ça allait être Ah ouais, sympathique là, à. Gillingham. Ouais, c'est quoi, ça bah, il était prêté quand il était jeune en 2005, mais il n'a pas joué visiblement. Je sais pas trop. Il était prêté à Lorient et après à Gillingham. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas cette Non. parenthèse dans la carrière d'Anthony, mais. En fait, je cherchais un attaquant depuis le début, je sais pas pourquoi. Ouais, non, Je cherchais un ancien joueur. Je me suis dit. Ah non, non, j'ai- c'est un joueur actuel en Ligue 2. Donc voilà, c'était Scaramuzzino. Bon, bah, victoire nette et précise de Philippe, 3-0. Bien joué, Philippe. Ouais. Alex, il Bravo. va falloir réviser les parcours. J'ai raté le coche sur Devas. Ouais, c'est ça. Trop de Ah C'était- ouais, là, ouais. Bah, Pourtant, ouais. je t'avais envoyé le lien de son site internet officiel. Ouais, T'aurais c'est pu vrai. réviser C'est vrai ça. en plus. Très beau site. Sébastiendevas.com. Ouais, vous On pouvez vous aller invite à aller faire un tour. Et oui. Bon, bah, la dédicace est passée. Merci, messieurs. Merci, Philippe. Merci, Alex. Merci Dorian. N'oubliez pas que l'application mobile est disponible gratuitement sur Android, enfin sur tous les stores, sur iPhone, sur iOS, sur Android. Et puis bah, on se retrouve pour un prochain podcast la semaine prochaine, pour un Twitch samedi en live multiplex Twitch normalement. Et puis bah, toute l'actualité de la Ligue 2, c'est sur maligue2.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.